Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette rétrospective des films Spider-Man. Aujourd'hui on commence par le premier. C'est parti. Spider-Man est un film d'action de super-héros américain réalisé par Sam Raimi, sorti le 3 mai 2002. Le film met en vedette Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe et James Franco. Tout commence en 1985. Marvel Comics vend pour 225 000 $ les droits cinématographiques de l'Araignée au Canon Group. La contrainte principale de ce contrat est que Canon doit entamer la production avant avril 1990, sinon Marvel reprendront les droits exclusifs. Un projet d'adaptation commencera donc très vite. Toby Hooper, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, planchera sur l'écriture du scénario, qui aura atteint un stade avancé. Le film était décrit comme une aventure horrifique dans le style de La Mouche de David Cronenberg. Notre cher tisseur y aurait été transformé en un monstre à 8 pattes par un alien du nom du docteur Zork. Le concept du Spider-Man au sens littéral inspirera plus tard certaines aventures de Spidey en comics et dans la série animée de 1994. Stan Lee, créateur de Spider-Man et de bon nombre d'autres héros Marvel, sera complètement contre le scénario de Hopper et demandera que le script soit remanié en prenant plus d'inspiration du matériau d'origine. Canon acceptera, mais Hopper ne sera pas du même avis. Il quittera le projet et sera remplacé par Joseph Zito, qui réécrira le scénario de zéro. Cette nouvelle version reprenait un Peter Parker lycéen plus proche des BD. Il aurait dû y affronter le Docteur Octopus. Plusieurs acteurs seront envisagés et ce sera finalement Scott Liva qui sera finalement casté pour le rôle. Le studio était assez confiant dans son projet pour montrer des images inédites de Liva en costume qui seront mis en couverture de comics Spider-Man sortis à cette époque et surtout un petit teaser. Je vous préviens, la qualité est malheureusement assez mauvaise. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero. Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. Le film était doté d'un budget plutôt bon pour l'époque de 20 millions de $. Malheureusement, Canon commence en 1987 à être en difficulté financière à cause des échecs commerciaux que seront Superman 4 de Sidney Fury et The Master of the Universe de Gary Goddard et décide donc de fortement diminuer le budget de production de Spider-Man. Le budget sera divisé par 2, soit seulement 10 millions de $ pour réaliser un film qui se trouve tout de même être de grande envergure. Zito quittera par la suite le projet. Canon décide de stopper la pré-production du film de manière temporaire. Le film sera forcé à être annulé quand les délais de production instaurés par Marvel seront dépassés. La licence sera reprise en avril 1989 par l'entreprise 21st Century Film Corp qui passera en 1991 un accord avec Marvel et Carolco pour produire un film sur le tisseur avant mai 1996. Pendant les années 90, un projet de film Spider-Man avec Michael Jackson a été envisagé, mais le projet n'est pas allé plus loin que le stade d'idée malgré que des discussions aient tout de même eu lieu entre Jackson et Stan Lee. James Cameron, que vous connaissez tous pour avoir fait des films comme Terminator 1, 2, Titanic, Avatar ou Aliens, sera engagé pour écrire et réaliser le film. Cameron souhaite que le nom du producteur Menahem Golan n'apparaisse pas dans les crédits. Golan attaquera en justice Carolco en 1993. Au même moment, Carolco attaque à leur tour Viacom et Tristar pour récupérer les droits télévisuels de Spider-Man. En retour, Viacom et Tristar attaquent Carolco, Marvel et 21st Century Film Group. La MGM attaquera la majorité de ces entreprises. Le scénario était long, complet et surtout assez hardcore pour un film Spider-Man. Il devait présenter des scènes de violence, de sexe et une métaphore de la puberté. Différentes rumeurs tournent sur qui aurait pu être le méchant. Certaines rumeurs parlent d'Electro et l'Homme Sable, et d'autres d'Electro toujours et du Docteur Octopus. Cameron souhaitait mettre en vedette Leonardo DiCaprio, qui reprendra d'ailleurs pour Titanic en 1997.
Arnold Schwarzenegger aurait été envisagé pour camper le rôle du Docteur Octopus. Le projet avait été très loin, la pré-production était bien avancée. De nombreux storyboards avaient été réalisés par Daniel Tomassi. Malheureusement, l'annulation du projet était inévitable. Carolco est en faillite. La société MGM rachète le studio, mais ne l'empêche pas de couler. La MGM réclamera les droits de Spider-Man et une affaire juridique sera lancée pour les récupérer. Plus de 10 ans seront passés dans les procès pour savoir à qui appartient Spider-Man. James Cameron fera tout pour sauver le projet en contactant la Century Fox pour qu'ils récupèrent les droits de Spidey, ce qu'ils refuseront. En simultané, Sony Pictures essaye à leur tour de récupérer les droits de Spider-Man, à qui, selon eux, leur reviendraient de droit. Cameron finira par abandonner en se rendant compte que c'était une cause perdue. Il ne pourra donc jamais réaliser son film Spider-Man. J'ai incité Carolco Pictures à acheter Spider-Man. Je voulais lancer une série de films. J'ai écrit un traitement plutôt développé, 80 ou 90 pages je crois. Et encore une fois, Carolco s'est écroulé. Les droits ont été lâchés, et je ne les ai pas récupérés parce que je partais sur Titanic et d'autres choses. En 2021, Cameron révélera dans son livre Tech Noir que ça aurait été son plus grand film, peut-être même le meilleur film jamais fait. Vous comprendrez donc que Cameron était très impliqué dans son projet. Le 2 mars 1998, après 8 ans de procès, les droits de Spider-Man reviennent à Columbia Pictures et Sony Pictures. En 1999, Sony demandera à Cameron de reprendre le projet, ce qu'il refusera, n'étant plus intéressé par la réalisation d'un film sur l'araignée. Le scénario de Cameron sera repris, mais subira de grosses modifications. David Koepp réécrira le film. Cependant, Koepp reprendra certains détails du premier jet de Cameron, comme la métaphore de la puberté ou l'étoile organique par exemple. De nombreux réalisateurs populaires à cette période seront envisagés. Les candidats principaux étaient Jan de Bont, Tim Burton, Chris Columbus, Roland Emmerich, David Fincher, Ang Lee et finalement Sam Raimi, qui sera officialisé comme réalisateur en janvier 2000. David Koepp avait décidé de remplacer Electro et l'Homme Sable par le Green Goblin en tant qu'antagoniste principal et voulait également mettre le Docteur Octopus en méchant secondaire. Sam Raimi, gros lecteur de comics et fan de Spider-Man, trouve l'idée d'utiliser le Green Goblin intéressante afin de faire en sorte que Osborn soit une figure paternelle pour Peter. Raimi demande de retirer Octopus de l'histoire. En juin 2000, Sony engage le scénariste Scott Rosenberg pour effectuer des réécritures sur le scénario de Koepp. Il retirera Doc Ock comme Raimi l'avait demandé et ajoutera des scènes d'action supplémentaires. Par la suite, Alvin Sargent sera engagé à son tour pour effectuer des réécritures supplémentaires. Il améliorera les dialogues, majoritairement les échanges entre Peter et Mary Jane. Finalement, seulement David Koepp sera crédité en tant que scénariste unique malgré la participation de Cameron, Sargent et Rosenberg. Plusieurs acteurs seront envisagés pour jouer Spider-Man. Les noms de Jude Law, Freddie Prinze Jr., Heath Ledger, Leonardo DiCaprio, encore, ainsi que celui de Wes Bentley seront cités, mais ce sera finalement Tobey Maguire qui aura le prestige de jouer l'homme araignée. Il obtiendra le rôle en juillet 2000. James Franco a passé une audition pour le rôle de Spidey avant de se voir offrir le rôle d'Harry Osborn. L'histoire se répéta pour Joe Manganiello, qui a finalement eu le rôle de Flash Thompson. Nicolas Cage, Robert De Niro et John Malkovich furent envisagés pour le rôle du Green Goblin, mais ce sera finalement Willem Dafoe qui reprendra le rôle. Bien des années plus tard, Malkovich passera très près de jouer le vautour dans le film annulé Spider-Man 4. Pour Sam Raimi, un des points les plus importants était le costume. Il ne souhaitait pas réinventer le costume, mais plutôt, selon ses dires, le transposer à l'écran. La conception du costume prit plus de 6 mois. Janvier 2001. Après plus de 15 ans de galère, le tournage de Spider-Man commence enfin. Une première bande-annonce sera dévoilée la même année. Elle présente de nombreuses choses non présentes dans la version finale, comme des costumes alternatifs dont un conçu par Alex Ross, grand dessinateur de comics, mais aussi des web shooters et des effets visuels non terminés. Bizarrement, les musiques présentes dans cette bande-annonce sont celles de Batman Forever et The Matrix. Ne posez pas de questions. Pour le tournage des scènes de voltige à travers New York, un drone créé spécialement pour le film nommé la Spider-Cam fut utilisé. Elle servait à filmer des plans de New York pour pouvoir plus tard ajouter Spider-Man en VFX. En mars 2001, en plein tournage, un ouvrier décède percuté par une grue qui transportait une structure métallique. Plusieurs costumes de Spider-Man furent conçus pour le tournage, chacun coûtant la modique somme de 100 000 $. En avril 2001, 4 costumes furent volés par un concierge travaillant sur le tournage et un complice. Les costumes seront retrouvés plus d'1 an et demi plus tard. D'ailleurs, on n'est pas passé loin d'avoir un look complètement différent pour le Green Goblin. Son masque devait être en animatronique. Le masque fut essayé. Les studios décidèrent de remplacer le masque par peur que les enfants aient trop peur de lui, justement, et que les jouets ne se vendent pas trop bien.
De toute façon, Willem Dafoe n'était pas très fan de ce masque, portant très comics accurate. Hugh Jackman fut contacté pour reprendre son rôle de Wolverine qu'il tenait dans X-Men le temps d'un caméo. Il fit même le déplacement pour tourner sa scène, mais tout fut annulé car les studios n'arrivaient pas à mettre la main sur le costume que portait Jackman dans le premier X-Men. Donc oui, on n'est pas passé loin d'avoir un MCU dès le début des années 2000. Cela aurait été très avant-gardiste, dommage que ça ne se soit pas fait. Quelques tensions ont eu lieu sur le tournage entre Tobey Maguire et James Franco, car les deux avaient un énorme crush sur Kirsten Dunst, comme leur homologue dans le film d'ailleurs. Après 5 mois, le tournage se termine en juin 2001. Le film était initialement prévu pour sortir fin 2001, en période de Noël, mais sera repoussé à mai 2002 pour finaliser des effets visuels. 11 septembre 2001. L'Amérique est sous le choc. Des terroristes ont détruit les tours jumelles du World Trade Center en prenant le contrôle de 2 avions de ligne. 2277 personnes y perdirent la vie. Cette attaque terroriste impacta la production du film. Quelques mois auparavant, une bande-annonce avait été publiée où Spider-Man arrêtait des criminels en hélicoptère en les attachant entre les tours jumelles. Dès le 12 septembre, Sony fera tout pour supprimer cette bande-annonce d'Internet. La scène sera par la suite supprimée du film. Je vous mets un lien pour la voir en entier dans la description. Un poster avec les tours jumelles dans le reflet des yeux de Spidey fut modifié pour les retirer. Néanmoins, Sam Raimi décida de laisser dans le film toutes les scènes où les tours apparaissent, de manière furtive, en hommage aux victimes. Revenons sur un sujet plus gai. 2 scènes en particulier furent très dures à tourner pour Tobey Maguire. La première est le baiser à l'envers devenu culte entre lui et Kirsten Dunst. À cause de sa position, son sang lui descendait la tête, et d'ailleurs on peut voir sa gorge gonflée par le sang. Des gouttes de pluie lui tombaient dans les narines, ce qui l'empêchait de respirer par le nez. Son seul moyen de respirer était donc par la bouche et devait baver pour pouvoir le faire. Environ 20 minutes seront enregistrées, ce qui signifie que Kirsten Dunst a dû se faire baver dessus pendant plus de 20 minutes. La deuxième scène qui fut un enfer à filmer était la scène où Peter empêche Mary Jane de tomber et ramasse le plateau et ses aliments qui fut tourné sans aucun trucage. La scène fut donc tournée en 156 prises. Danny Elfman sera engagé pour composer la bande originale. Il avait déjà travaillé par le passé avec Sam Raimi sur Darkman, Evil Dead 3 et Un plan simple. Le budget total du film s'éleva à 139 millions de dollars, un budget juste colossal pour l'époque. Le film fut un immense succès, aussi bien commercial qu'au niveau des critiques. 114 millions de dollars en un week-end, 403 millions de dollars aux États-Unis, plus de 6 400 000 entrées en France et un total de 825 millions de dollars remportés à travers le monde. Un succès planétaire que Sony était loin, très loin de s'imaginer. Il s'agit d'un des piliers qui lançait les films de super-héros modernes au même titre que les X-Men de Bryan Singer et sert encore aujourd'hui d'inspiration pour beaucoup. Au niveau des critiques, comme je l'ai dit, c'est excellent également. 90% de critiques positives sur Rotten Tomatoes et 73 sur 100 de Metascore. Tobey Maguire, Willem Dafoe et J.K. Simmons seront encensés par la critique pour leur interprétation. Empire Magazine mettra Spider-Man à la 437e place de leur top 500 des meilleurs films de tous les temps. Malgré tout, certains points du film seront critiqués comme le costume du Green Goblin que beaucoup trouvent ridicule. Je vais vous faire une petite critique personnelle. Je vous préviens, je vais pas être objectif du tout. Je vais pas être objectif pour une raison très simple. J'ai grandi avec ce film. J'étais petit la première fois que je l'ai vu et il m'a marqué à vie. Je connais toujours les dialogues par cœur. Je regarde ce film et sa trilogie complète au minimum 5 à 6 fois par an, parfois bien plus et je ne me lasse pas. Et je trouve la réalisation de Sam Raimi excellente. Il a vraiment su nous montrer ce qu'il était capable en matière de filmer l'action et les moments plus intimistes également. Les acteurs sont tous très bons, en particulier Willem Dafoe qui est devenu juste légendaire. Le scénario est bien ficelé et intéressant. Certains effets spéciaux sont très beaux pour l'époque, même si là, pour le coup, certains ont pris un gros coup de vieux. La bande originale de Danny Elfman est frissonnante, l'une des meilleures scores faits pour un film de super-héros. Pratiquement chaque scène est mémorable et surtout inoubliable. J'aime ce film de tout mon cœur et c'est pourquoi je lui attribue une note de 9 sur 10. Hein. Plusieurs personnes font des caméos dans le film. On peut citer Stan Lee qui sauve une personne, Lucy Lawless connue pour la série Xena, produite par Sam Raimi qui fait un caméo en punk, Bruce Campbell connu pour les Evil Dead qui apparaît en présentateur du catch, et enfin Sam Raimi lui-même qui apparaît dans un rôle de figuration. Sam Raimi a pour habitude de faire apparaître une voiture, la 1973 Oldsmobile Delta 88, dans chacun de ses films depuis Evil Dead, et Spider-Man ne déroge pas la règle. Le personnage d'Hoffman, employé maltraité par J. Jonah Jameson, est joué par Ted Raimi, le frère du réalisateur. Le film contient plus de 500 plans ayant des effets numériques utilisés. Willem Dafoe était tellement impliqué qu'il réalisera lui-même plus de 90% de ses cascades. Tobey Maguire n'avait jamais lu un seul comics de Spider-Man. Il accepta le rôle seulement parce qu'il avait aimé le scénario.
Dans la scène du dîner de Thanksgiving, on peut remarquer que Peter porte les couleurs du Green Goblin et que Norman porte les couleurs de Spider-Man. De son côté, Harry porte les couleurs des deux personnages. Quand Sam Raimi a proposé Tobey Maguire pour jouer Spider-Man, les producteurs furent d'abord réticents, mais plus tard convaincus quand l'acteur passait les auditions. Le film fut tourné le plus vite possible à la 4ème vitesse pour être terminé avant une grève générale qui était prévue pour l'été 2001. Finalement, ces efforts furent vains, car la grève n'a jamais eu lieu. Sam Raimi est un grand fan de Spider-Man. Il avait plus de 25 000 comics en sa possession, et cela est l'une des raisons qui lui a permis d'être engagé par les producteurs. Tobey Maguire signa pour jouer dans une trilogie dès le début. Sa paye s'élevait à un total de 26 millions de dollars pour 3 films. Le personnage de Eddie Brock est mentionné dans une scène par Triple J et devait même apparaître sous les traits de R.C. Everbeck. La scène fut coupée au montage, tout ce qu'il en reste est cette photo où l'on le voit avec J.K. Simmons. Bon bah voilà, c'est tout pour le premier Spider-Man, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche, pour être prévenu lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Prochainement sortira la seconde partie de la rétrospective Spider-Man, où l'on parlera de Spider-Man 2 et 3. C'était Michael, à très bientôt.